Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette autre édition de Politiquement Incorrect. Voici le sommaire de votre rendez-vous politique sur la télévision du Monde. À l'Assemblée nationale, la session de juin s'est ouverte jeudi dernier et si l'on en juge par le nombre d'articles consacrés à son discours, on peut bien dire qu'Avayegué Djibril s'est exprimé en des termes qui ont de quoi froisser quelques sensibilités. Le président de l'Assemblée nationale demande un audit sur Camerco et comme s'il savait, comme s'il sait de quoi il parle, le président de l'Assemblée nationale alerte contre le détournement des fonds destinés à l'organisation des Coupes d'Afrique 2016 et 2019. L'opération Épervier n'a pas fini de livrer son lot de surprises. 3 ministres en fonction au gouvernement ont été entendus cette semaine par les officiers de police judiciaire du tribunal criminel spécial. Le fait surprenant dans cette affaire, c'est que tout cela s'est passé dans le bureau d'un autre ministre en fonction et pas n'importe lequel. Il s'agit bien du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Les puristes dénoncent déjà une collaboration quelque peu incestueuse entre l'exécutif et le judiciaire. Mon invité me dira tout à l'heure ce qu'il pense de cette affaire et plus globalement, il nous dira comment est-ce qu'il apprécie la nouvelle phase de l'opération Épervier récemment lancée. Cela fait 26 ans que les victimes de l'ancien président tchadien demandaient justice. Comme vous le savez, cette semaine, Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité par une juridiction d'exception à Dakar. Nous verrons avec notre invité tout à l'heure si l'affaire Habré a de quoi faire jurisprudence. Et plus longuement, on verra avec lui ce qu'il faut faire, le traitement qu'il faut accorder aux autres chefs d'État encore en fonction en Afrique centrale et sur lesquels il pèse un certain nombre d'accusations graves en rapport notamment avec les crimes et autres traitements inhumains qu'ils opposent souvent à certains de leurs contradicteurs politiques. On parlera de tout cela évidemment avec notre invité mais aussi avec nos éditorialistes qui sont déjà en place. Notre invité a la verve avérée, il a une éloquence dont tout le monde parle pratiquement désormais sur les plateaux de télévision. C'est le maire de Yabassi qui va passer les 90 prochaines minutes avec nous. Son nom est Jacques Maboula. C'est l'invité de Politiquement Incorrect. Bienvenue à tous. Merci Gilles Perry, c'est un honneur et un plaisir d'être ce dimanche avec vous. J'espère pouvoir apporter toutes les lumières que vous attendez de moi sur plein de sujets qui concernent la vie de la nation et naturellement les préoccupations de nos populations. Alors vous êtes quelques-uns encore à dire Jules Perry plutôt que Luc Perry, ce n'est pas bien grave, je ne vous en tiens pas rigueur. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Est-ce que vous avez conscience de cette réputation qui est la vôtre et qui semble grimper un tout petit peu au sein de l'opinion? On vous présente comme un des jeunes acteurs politiques sur lesquels on peut compter dans les années qui viennent. On parle surtout beaucoup de votre éloquence. Est-ce que vous en avez conscience? Bon, vous me faites cette confidence. Je ne saurais dire que merci si j'ai la reconnaissance de certains acteurs de la scène médiatique. Et je crois que mon souhait et mon aspiration, c'est être utile au service de la communauté et rendre impartial et juste la répartition des ressources de la nation, l'égalité de chance, pour que tous les citoyens aient la maîtrise de leur destin, chaque quartier et village. C'est le sens de mon engagement. On a commencé par les carottes. Je vous rassure que ça ne va pas se poursuivre comme ça. Tout à l'heure, on va vous pousser dans vos retranchements pour tirer le meilleur de vous-même et pour le grand bien de notre public. Vous avez regardé cette émission ? Oui, j'ai regardé cette émission, j'ai vu pas mal d'acteurs politiques passer sur ce plateau, c'est très intéressant et c'est même ça la construction d'une nation, vendre ses idées, présenter ses convictions, argumenter sur la vision qu'on porte sur les faits sociaux, sur la nation elle-même, parce que notre pays de moins en moins se porte bien. Il est impératif que chaque leader politique présente sa conviction et véritablement sa profonde conviction, afin qu'il soit jugé pour ce qu'il aura dit et qu'il puisse dire ce qu'il aura fait. C'est le sens de telles émissions et je souhaite que ces émissions vivent longtemps. Le premier sujet de Politiquement Incorrect ce dimanche, la crise sanitaire dans le secteur avicole, entre annonces et contre-annonces, entre confirmation et démenti, la grippe du poulet a fait courir les plus folles rumeurs au cours de cette semaine. À Bafoussam, les poulets ne sortent toujours pas, les producteurs sont angoissés, mais il n'y a pas encore de cas de grippe enregistrés dans la région de l'ouest du Cameroun. C'est par ces mots
que Bernard Dionga, leader associatif engagé sur ces questions, comme vous le savez, s'est donc exprimé pour tenter de rassurer les consommateurs, pendant que le ministère en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales s'activait à la désinfection des marchés et autres lieux susceptibles d'être infectés par la grippe aviaire. Alors, pour l'instant, il faut quand même noter que la mesure du préfet du Fondi visant à interdire la vente du poulet à Yaoundé a été très peu, sinon pas du tout respectée. Jacques Maboula, pourquoi est-ce que cette mesure a de la peine à suivre au sein de l'opinion? Pourquoi les Camerounais peinent-ils à adhérer à cet appel du préfet du Fondi? Ils vont encore au marché acheter du poulet à Yaoundé, ils en vendent encore là-bas. Qu'est-ce qui fait problème à votre avis? Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, étant donné le pouvoir, l'extrême faiblesse du pouvoir d'achat des populations au Cameroun, le poulet reste la viande la moins chère du marché. Et quand on sait que les familles sont nombreuses chez nous, les populations n'ont pas de parade à ça. Mais qu'à cela ne tienne, si les populations courent vers cette alimentation, il faut reconnaître que, d'un point de vue scientifique, il est démontré que la contagion du virus H5N1, puisque c'est cela qui a été révélé, ne se transmet pas directement d'homme à l'homme, mais plutôt des contacts envers les animaux infectés. Et il faut dire aussi également que le virus H5N1 devient très contagieux s'il y a mutation du virus, d'où le transfert du virus d'un être vivant à un autre, qui peut passer de la volaille au porc, de l'homme, etc. Bon, qu'à cela ne tienne également, je dirais que le virus H5N1 a horreur des manipulations animales. Dans les transports, il peut être contagieux. Mais si aujourd'hui les populations ne suivent pas les instructions du préfet, c'est justement parce que très peu de personnes suivent les médias, des commerçants, tout ça, ils s'en foutent pas mal. Ils ont des obligations de résultats, ils doivent nourrir, ils doivent produire des revenus pour leur famille. Donc très peu de personnes sont au fait de cette réalité-là. Est-ce que justement ce n'est pas le fait de la mauvaise communication gouvernementale? Je parlais tout à l'heure des annonces et autres contre-annonces. Alors qu'il est, évidemment, certaines personnes parlent encore d'un cas de contamination à l'ouest du Cameroun, d'autres personnes démentent l'information. Alors est-ce que le gouvernement communique suffisamment et assez bien sur cette crise? Je ne pense pas, parce qu'au-delà de la communication, il y a la méthode opérationnelle et stratégique qui est importante. C'est bloquer toutes les volailles dans leur confinement, mettre les volailles en confinement, faire en sorte qu'elles ne sortent plus. Il va de soi que si les volailles se retrouvent dans le marché, ça veut dire qu'il y a une échappatoire qui a laissé le ravitaillement possible. Dans de telles circonstances, la règle de principe, c'est le confinement des volailles dans leurs exploitations. Alors, ça veut dire que les exploitants sont de connivence avec le ravitaillement. On peut comprendre que quand on a investi son argent, on veut absolument le rentabiliser et faire en sorte qu'on ne soit pas perdant. Et ce n'est pas la responsabilité du gouvernement qui est engagée ici, c'est bien la responsabilité citoyenne. C'est la responsabilité citoyenne. Oui. Et c'est là où il faut... Pourquoi vous dites que le gouvernement ne communique pas bien sur ce sujet? Je pense que jusqu'à présent, on n'a pas enregistré un cas de contamination de l'homme et que il y a la police sanitaire qui a été mise en place jusqu'à présent semble bien fonctionner. Alors, pourquoi est-ce que vous faites un reproche au gouvernement de ne pas bien gérer cette crise, ou plutôt de ne pas bien communiquer, alors que visiblement, la situation est plus ou moins maîtrisée? Il ne s'agit pas de moyens de communication. Il s'agit de moyens opérationnels et stratégiques de contrôle de la distribution de la volaille. Ça veut dire que tous les volaillers étant répertoriés, l'ACDIC étant un acteur citoyen dans ce sens, il devrait être interdit à tous les volaillers de ravitailler les marchés. Et s'il n'y a pas de la viande dans le marché, personne ne l'achète. C'est ce qui a été fait par le préfet du Fondi, qui a pris des mesures dans ce sens. Je ne pense pas, puisque si les volailles se retrouvent dans les marchés, ça veut dire qu'il y a ravitaillement. Donc il y a une rupture de la chaîne quelque part, il y a approvisionnement des marchés, ça veut dire qu'il y a problème dans le déploiement stratégique. Il y a des mesures répressives qui ont été mises en place cette semaine, on est allé traquer les vendeurs dans les marchés. Est-ce que, évidemment encore là, on ne voit pas que les autorités administratives, en tout cas, et le gouvernement avec, est-ce qu'elles ne sont pas, ces autorités administratives, suffisamment engagées? Est-ce qu'elles ne sont pas en train de faire preuve d'un engagement certain dans cette affaire pour évidemment éradiquer tout cela? Et encore une fois, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas l'accent sur la responsabilité des citoyens plutôt que d'indexer celle du gouvernement? L'instinct de survie est plus fort que la raison. Quand un père de famille voit 3, 4, 5, 10 millions, 20 millions qui vont partir en fumée,
sans moyen de recouvrer, qui plus est, il s'est endetté parfois dans des tontines. Vous avez beau dire ce que vous voulez, lui, c'est sauver son élevage, c'est sauver les activités qui vont faire vivre sa population, qui prime sur sa raison. Alors là, c'est l'État qui doit rentrer en termes de gardien de la sécurité nationale, au sens de la protection de marché et naturellement des barrières protectionnistes sur les voies de ravitaillement. C'est le sens même de la sécurité de l'État et de la sécurité publique. Au risque de vous obliger à vous répéter, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire précisément aujourd'hui par les pouvoirs publics pour évidemment continuer d'endiguer, ce qui semble être bien fait pour l'instant, à en croire certains commentateurs, endiguer cette crise et évidemment limiter les dégâts. Surtout réduire aussi la psychose qui semble gagner du terrain. Il y a lieu déjà de faire un partenariat avec les volaillers, de remettre leur cheptel dans des endroits précis contre des intéressements. Il faut que l'État se prononce clairement au niveau des subventions à l'endroit de tous ceux qui vont perdre leurs volailles. Pas seulement les éleveurs qui sont dans les proximités urbaines, mais aussi les volaillers qui sont dans les zones de campagne, parce que le virus, si on veut complètement l'éradiquer, il faut éradiquer tous ceux qui se sont ravitaillés chez les accouveurs, chez les distributeurs de poussins et autres, parce qu'il y a de nombreux qui partent de Bassia, de Ngemledouga, de Yabassi et d'autres régions de Nkonsamba pour se ravitailler chez ces accouveurs. Donc tous ces hommes doivent être désintéressés. L'État devrait clairement se prononcer sur la subvention en matière de désintéressement de ces populations. Donc clairement, vous êtes favorable aujourd'hui à, comment dire, à l'accompagnement. Non, il y a un terme que je cherche et je voulais pourtant donner au moment où on prépare cette émission. J'allais parler évidemment comment on appelle ça, d'indemnisation. Voilà, c'est le terme. Ça peut arriver à la télé aussi, qu'on ait un trou. L'indemnisation de ces producteurs, vous êtes favorable à ce qu'ils soient précisément indemnisés aujourd'hui, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, il faudrait désintéresser ces personnes parce que la santé publique n'a pas. Et c'est très facile à dire lorsqu'on n'est pas au gouvernement. On les indemnise, mais après il faut financer tout cela. Quand on voit la masse d'argent qui se perd au quotidien dans ce pays, c'est ce que tout le monde dit, mais concrètement, vous, si vous étiez aux affaires, vous puiserez où pour financer tout cela? Vous savez, dans les ressources de l'État aujourd'hui, je pense qu'il est possible de soutenir la production avicole. Quand on voit la masse d'argent qui est garée dans l'entretien routier classique, par exemple, où on racle des routes au quotidien et les pluies emportent, ça ne représente même pas 2% de ce que les volaillers demandent. Je crois qu'on pourrait puiser dans ces fonds qu'on disperse ça et là pour appuyer ces éleveurs qui plus est participent à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire de ce pays. Et à mon sens, les mesures de court terme ou bien d'urgence comme c'est le cas, ce ne sont pas des mesures durables. À mon sens, pour éradiquer durablement de telles épidémies, il faudrait d'abord avoir une nouvelle convention avec les éleveurs, mettre en place une charte de bonnes pratiques, un cahier de charges et de normes biosécuritaires. Et si on ne fait pas ça durablement, il y aura toujours le problème de la volaille et des épidémies comme nous connaissons aujourd'hui. D'un autre côté, il faut savoir que le Cameroun, aujourd'hui, avec près de 25 millions d'habitants, devient un marché très important. Et qu'en termes de contrôle et de leadership sur ce marché, il faudrait éventuellement qu'il y ait une veille sécuritaire. Parce que le Cameroun, parce qu'il devient de plus en plus un bassin de production avicole, est une menace dans la sous-région puisqu'il y a plein de pays qui importent de la volaille comme le Gabon, la Guinée équatoriale et autres. Pays qui étaient autrefois presque entièrement ravitaillés par le Cameroun. Exactement. Et si le Cameroun est discrédité dans sa production en termes de menaces sécuritaires, c'est les importations sanitaires également, et sécurité évidemment. Et sécurité naturellement. C'est les importations qui se développent dans ces pays-là. Et donc aujourd'hui, le Cameroun devenant un producteur, il faut comprendre que le virus H5N1 étant une arme biologique, ceux qui ont la maîtrise de ces histoires peuvent introduire ce virus dans ce marché pour discréditer les ventes exports du Cameroun. Est-ce que vous êtes en train de façon très subtile, en train d'évoquer la thèse criminelle, une hypothèse criminelle en rapport avec cette crise sanitaire, hypothèse criminelle qui est en train de prospérer au sein d'une certaine opinion depuis quelque temps. Vous êtes sensible à cela? Dans le contexte de la mondialisation, chaque pays doit avoir une veille sécuritaire et stratégique. Et s'il n'y a pas de veille sécuritaire concurrentielle, vous êtes, comme on dit, le ventre mou de la mondialisation. Je penche également pour le fait que le marché de la volaille étant important, tout reste possible dans le but de discréditer le marché de la volaille au Cameroun.
On reparlera de ce sujet évidemment tout à l'heure avec nos éditorialistes qui sont en train de prendre les notes et qui viendront vous interroger sur cette question. La grippe aviaire qui engendre de la psychose dans les marchés alors que la situation de la compagnie aérienne nationale ainsi que la préparation des Cannes 2016 et 2019 angoisse le président de l'Assemblée nationale. Il s'est exprimé sur ces deux sujets au cours de l'ouverture de la session de juin à l'Assemblée nationale précisément. Kavaye Guédibril souhaite qu'un audit soit commandé sur la gestion de Camerco qu'il présente, et les mots sont de lui, comme un grand malade. Le président de l'Assemblée nationale a aussi lancé l'alerte sur d'éventuels détournements de fonds engagé évidemment, destiné à la préparation de la Cannes 2016, mais aussi de la Cannes 2019. Avant d'en venir au fond de ce qu'il a dit Kavaye Guédibril, Jacques Maboula, j'ai envie de vous interroger sur la forme. On se souvient qu'il y a quelques mois, le président de l'Assemblée nationale a fait une sortie quelque peu fracassante. Il commence à nous habituer à des annonces chocs. C'est lui qui disait sur la question de Boko Haram, l'ennemi est parmi nous. Et aujourd'hui qu'il parle comme ça, en des thèmes presque triviaux, de Camerco, qu'il présente comme un grand malade, il soupçonne quasiment la possibilité d'un détournement de fonds sur la préparation de la Cannes 2016 et de la Cannes 2019. Est-ce que Kavaye Gué n'est pas dans une sorte de dérive populiste aujourd'hui de type quelque peu démagogique? Kavaye Gué n'est pas dans une dérive. Ce qui se passe au Cameroun, c'est que nous sommes dans une logique de clans qui s'affrontent. Une fois que la cagnotte vous échappe, vous dénoncez, vous devenez rationnel. Et quand la cagnotte est avec vous, vous ne la dénoncez pas. Ce n'est pas une innovation. Parler d'une lucidité à tête chercheuse c'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Quand on a le contrôle d'un budget, on se tait. Quand ça nous échappe, on dénonce. Donc Kavaye Gué, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est aux affaires. Il devrait savoir que la corruption, c'est ce qui gangrène ce pays. Et que Camerco, c'est un gouffre à sous depuis un nombre d'années. Et que même le patriotisme ne sauvera pas Camerco tant qu'on ne reviendra pas aux valeurs essentielles de la gestion des affaires publiques. Les valeurs essentielles pour moi, c'est quoi? C'est la reconnaissance du talent, du mérite, des compétences et de l'excellence. Il faudrait confier Camerco à des hommes qui ont de l'expertise reconnue dans le domaine de l'aviation. Il ne faudrait pas donner Camerco à des personnes par affinité partisane, politicienne. On reparlera de Camerco tout à l'heure, mais j'en étais vraiment encore à vous inviter à analyser ces prises de parole, non plus récurrentes, mais il est tout à fait dans son rôle aussi, mais que certains analystes assimilent à une sorte de parole populiste de Kavaye Guédibril, ce qui n'est pas populiste. Et voilà, c'était ça la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'est pas en train de virer, de sombrer dans une forme de populisme depuis un certain temps? Je crois que de sa posture, il ne devrait pas rester aux déclarations. Il devrait passer à des actions concrètes. Dire qu'il y a détournement, ça c'est connu, la presse en parle chaque jour. Il y a possibilité en tout cas de détournement. Un acteur à ce niveau de la nation, ce qu'on attend de lui, c'est des actes concrets qui visent à remédier à la situation que nous vivons. Mais en tant que député de la nation, représentant du peuple, il a aussi une fonction tribunicienne. Bon. On ne peut pas lui reprocher de parler au nom du peuple, de tirer la sonnette d'alerte au nom du peuple. Nous dénonçons chaque jour, ça ne changera pas la situation. Quand on a la responsabilité nationale de 25 millions de Camerounais, ce qu'on attend, c'est des mesures pratiques, concrètes au niveau de l'Assemblée nationale. Vous dites que c'est inutile? Des lois, il faut qu'ils prennent des lois au niveau de l'Assemblée, visant à réprimer de manière impartiale ou sans distinction de clivage politique les hommes qui sont impliqués dans les réseaux de détournement et autres. On en viendra encore une fois au fond, mais Jacques Maboula, sur la forme, est-ce que ce n'est pas bien de voir le président de l'Assemblée nationale porter de cette manière la voix contre certaines pratiques de l'exécutif dans un pays où, à un moment donné, on a présenté l'Assemblée nationale comme une chambre d'enregistrement, l'expression n'est pas de moi. Est-ce que pour une fois de voir le président de l'Assemblée nationale habiter totalement sa fonction tribunicienne et dire voilà, faites attention, parce qu'il y a une possibilité de dérive. Est-ce que pour une fois, on ne peut pas s'en réjouir quand même, de voir une sorte d'équilibre des pouvoirs? Si ça vous contente de dire que l'Assemblée a fait une évolution en passant d'une caisse d'enregistrement à une caisse de résonance, bon, je vous le concède. Mais pour moi, je dis on n'a pas évolué d'un pas. Voilà. Bon, voilà. Est-ce que, justement, Kavaye Gué, en disant ce qu'il a dit, il n'est pas en train de jeter une sorte de soupçon sur ceux qui ont aujourd'hui la responsabilité, la charge d'organiser précisément la Cannes 2016 et évidemment la Cannes 2019. La Cannes 2016 et 2019, moi je pense qu'il fallait mettre au niveau de l'Assemblée nationale un ensemble de dispositions visant à sécuriser les investissements publics. D'accord? Et au niveau de l'Assemblée nationale, je m'attends plus à ce qu'on vote des lois visant à assurer une juste et impartiale répartition des ressources de la nation,
qui accorde à chaque terroir la maîtrise de son destin et naturellement à chaque communauté la certitude qu'il n'est pas lésé de la nation. Parler de la CAN 2016 ou de 2019, à mon sens, c'est juste parler d'un projet qui est confié à des affidés et à des amis du système. Et ces gens ne feront pas de l'innovation. Ils feront ce qu'on connaît d'habitude. Ce sera des répartitions avec des pourcentages. Et enfin, l'investissement lui-même prendra un coût. Il est clair et démontré que quand vous faites une déclaration d'investissement d'1 milliard au Cameroun, il y a pratiquement 10 à 15% qui partent dans ceux qui passent les marchés. Et ensuite, il y a des marges qui vont chez ceux qui vont réaliser, etc., etc., jusqu'à la réception définitive. En réalité, on se retrouve très souvent dans un investissement de près de 50 à 60%. Ce n'est pas une innovation, c'est une réalité que nous connaissons tous. Il faut prendre des mesures dures pour revenir à l'investissement de plein emploi. D'accord. Kavayege Djibril, je vous le disais, a donc au cours de sa prise de parole également évoqué Camerco, la compagnie aérienne nationale qui présente comme un grand malade, la compagnie aérienne qui est suffisamment discréditée comme ça, pour le dire très trivialement, prosaïquement. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale avait vraiment besoin d'en rajouter, Jacques Maboula? Pas vraiment, mais simplement, il faut dire que Camerco préoccupe tout le monde. Quand vous avez payé un billet d'avion et que vous faites 6 heures à attendre un vol, ça pose problème. Quand vous avez des bagages que vous ne retrouvez pas, ça pose problème. Quand il y a des risques au niveau de la sécurité même des passagers,